Comme pour dire, le viol est aussi utilisé comme une arme, c'est ça. Oui, malheureusement, oui. Vous parliez d'une fille dans vos enquêtes tout à l'heure, et la fille avait quel rôle dans ce milieu-là? Malheureusement, elle était là pour l'exploitation sexuelle. Assouvir. La femme des leaders, s'il faut le dire. Et c'est tout ce qu'elle faisait. On a abusé d'elle tout ce temps lors de la guerre, malheureusement. Et elle disait jusque-là, je ne trouve pas un mari qui va me marier. Et je suis là. Donc, comme quoi, à l'époque, elle est encore mineure, c'est ça? Elle avait quel Oui, âge? oui, parce qu'elle avait dit quand elle avait intégré les armées, elle avait à peine, les troupes armées, elle avait à peine 14 ans, non? 14 ans, oui. C'est ça qui ressort de mon travail de terrain. Alors, donc, je reviens sur les enfants que vous avez rencontrés. Que vous ont-ils dit sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Oui, il y a certains qui ont été sincères avec moi. Il y a, je tais le nom. Il y a un qui m'avait dit qu'il avait violé. Il avait violé une dame qui revenait des champs et c'était vraiment une bonne dame. Et donc, il a des remords quand il pense à ça. C'est-à-dire, lui, il est enfant, il pose cet Et il acte à une va grande violer personne. une personne adulte. Et un autre, par contre, me dit qu'il était là juste pour porter des armes, mais il était tellement oculaire de ce que les autres posaient comme acte de cruauté. Juste une question intermédiaire, ça veut aussi dire que ces enfants qui quittent ces champs de bataille se retrouvent dans la société sans une prise en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, psychologique. Soit, et vous l'avez dit tout à l'heure, dès qu'il y a il y a un autre conflit, très facilement, ils peuvent encore être enrôlés. Mais s'il n'y a pas de conflit, la conséquence, c'est probablement aller poser d'autres actes beaucoup plus cruels dans Oui, la ben société. actuellement, si nous partons en RDC, actuellement on parle des Kuluna. Il y a le professeur Kienge Kienge qui est en RDC à l'université de Kinshasa qui a fait une recherche sur ça. Donc, il est arrivé à dire, parmi les causes du phénomène Kuluna, en fait, c'est la criminalité. Il dit, certainement parmi ces enfants figurent aussi les ex-enfants soldats. Parce que s'il n'y a pas la guerre, ils peuvent poser d'autres actes de cruauté à la place au lieu de le faire lors de la guerre. Et si nous partons au Congo-Brazzaville, puisque je suis du Congo-Brazzaville, il y a le phénomène bébé noir qui prend de l'ampleur. Et qu'est-ce qui prouve que ces bébés noirs ne sont pas parmi les enfants qui ont combattu lors de cette guerre de 1997 ou de toute cette série de guerres que nous avons eues dans notre pays? Rien ne le prouve mais aussi peut-être aussi qui sont parmi ces enfants. Donc, ça ne suffit pas que pour récidiver, comme je l'ai dit dans le titre, pour récidiver, ce n'est pas seulement lors de la guerre, mais même dans de la vie actuelle, les réalités que nous vivons. Et les gens vivent dans l'insécurité. Et on imagine comment un enfant de 15 ans peut aller tuer quelqu'un. Comment un enfant de 15 ans, de 14 ans peut foncer un couteau sur une personne adulte. Où est-ce qu'il a appris ça? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce numéro Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Sœur Bédestelle Arita qui va nous présenter son ouvrage intitulé Les enfants et les conflits armés entre la réinsertion et la récidive. Bonjour, Sœur Arita. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau R7. Vous êtes religieuse passionniste, docteur en droit civil de l'Université pontificale Lateranense de Rome, spécialiste en droits humains et des questions du genre. Vous êtes donc auteur de ce précieux ouvrage, que je rappelle d'ailleurs le titre, Les enfants et les conflits armés entre la réinsertion et la récidive. Le droit international, rappelez-vous dans votre ouvrage, prône le principe de non-recrutement des enfants lors des hostilités ainsi que l'obligation de les désarmer, démobiliser et réinsérer. Pourtant, il est devenu banal, dites-vous, de nos jours, de voir les enfants dans des champs de guerre enrôlés par des groupes rebelles ou les forces armées gouvernementales. Ils grandissent dans une atmosphère mortifère, devenant ainsi de véritables machines à tuer, tant ils n'ont rien à perdre dans ce cœur de ténèbres où aucune lueur d'espoir ne laisse entrevoir.
Les intérêts économiques, poursuivez-vous, et politiques l'emportent sur leurs droits, faisant échouer tout processus de démobilisation et de réinsertion. Devant l'indicible de ce fléau, les mots ne suffisent plus pour exprimer les mots. Les mots ne suffisent plus pour exprimer des mots. Les mots, M-O-T-S, ne suffisent plus pour exprimer les mots, Les mots M-A-U-X. M-A-U-X, Est-ce dire qui est en fait que, le pluriel du mal. voilà, alors, est-ce dire que sœur Bédestel Rita ne croit plus en la puissance des mots, en la puissance de la parole, ou c'est simplement un pléonasme pour mieux attirer l'attention des gouvernants? Merci, M. Christian, pour l'octroi de la parole. Non, je dirais que ce n'est pas un pléonasme pour attirer le gouvernement, hein. Je ne suis pas le politique, je suis peut-être cette religieuse qui écrit ou une voix qui crie pour attirer l'attention à un public qui semble être indifférent face à un phénomène qui prend de l'ampleur, qui pourtant a des impacts très négatifs, aussi bien pour la société que pour les personnes concernées, qui sont entre autres donc les enfants soldats dont je parle dans mon livre. Donc, il n'y a rien de pléonasme. Au contraire, nous avons justement besoin des mots sur les mots. Et quand je parle des mots, et quand vous me dites que ce n'est plus puissant, oui, d'une manière ou d'une autre, ce n'est plus puissant. Parce qu'on en a trop parlé. Il y a trop de lois, par exemple, comme vous l'avez dit à l'introduction, l'arsenal juridique qui protège les enfants contre la guerre est abondant. Il y a tant de principes, le principe de non-enrôlement des enfants dans les armées, le principe des armes, comment, démobilisation, réinsertion, oui. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est maintenant les actions concrètes pour faire face à ce mot, parce que le phénomène prend de l'ampleur. Et donc, les mots en soi ne suffisent pas, on a besoin des actions concrètes. Alors, sœur Bédestel Rita, je sais que votre livre, évidemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, met un accent particulier sur l'intérêt de protéger les enfants, comme qui dirait, les enfants sont donc l'avenir d'un pays. Donc, éduquer un enfant, c'est éduquer une nation. Mais d'où vous vient finalement l'inspiration? Est-ce que c'est des faits rapportés, des faits vécus ou simplement de l'imaginaire? Alors, mon livre, l'inspiration de mon livre a pour source la vie d'un certain garçon. Un garçon que j'ai connu, avec qui on habitait un même quartier. Et ce garçon, ça s'appelait, je ne sais pas s'il faut dire s'appelait ou s'appelle, mais il est un certain Bawidi Astar. Alors, Bawidi Astar, lors de la guerre de 1997 au Congo-Brazzaville, était à Bakongo. Et donc, il fallait que la famille se déplace et sa maman se retrouvait à 17 kilomètres, tandis que son père était à Bakongo. Et donc, un bon matin, on retrouve Bawidi Astar en tenue de ninja. Et pour ceux qui ne sont pas congolais de Brazza, il y a une milice armée qui s'appelle Ninja. Et donc, le papa était surpris de voir ce jeune garçon très beau, très élégant et subitement en tenue de ninja. Il avait 17 ans. Et donc, ce monsieur, le papa de Bawidi, alerte sa mère. Et donc, sa mère vient supplier Bawidi pour enlever cette tenue. Une maman croyante qui commençait à pleurer, elle a senti son cœur saigner, comme on le dit. Et donc, elle avait supplié son enfant Bawidi pour laisser cette voie parce qu'elle n'était pas appropriée à son âge. Il était mineur de 17 ans. Et donc, Bawidi va dire, en pleurant aussi, c'était très émouvant. Et maman, j'ai entendu, mais par amour pour toi, je vais rentrer d'abord remettre leurs choses, parce que sinon ils vont me tuer, me Mais tuer. pardon, sœur Bélestienne Larita, lorsque vous étiez en train d'hésiter entre il s'appelle ou s'appelait, pourquoi? Parce que justement, je n'ai pas encore fini l'histoire. Quand il a dit, quand Bawidi a dit à sa maman, laisse-moi que j'aille d'abord remettre les choses que je possède, sinon ils vont me tuer, ben, c'était un message de Dieu. Parce que depuis que Bawidi était parti, depuis 1997 jusqu'à nos jours, la famille de Bawidi ne sait pas s'il est en vie ou s'il est mort. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par sa famille
Alors, certaines personnes disaient que là-bas, au pôle où ils se trouvaient pour le combat, il y avait beaucoup de Baouidi et certains étaient morts et d'autres étaient en vie. Alors, la maman a dit, ben, s'il est mort, eh ben, montre-moi au moins la tombe là où on l'avait enterré, parce que même après la guerre, on pouvait au moins rendre hommage à ce jeune garçon, un protecteur de la famille. Aussi, nous sommes des Africains, pour nous, le cimetière a une valeur pour rendre hommage à une personne avec qui on a vécu 17 ans, c'est beaucoup. Et donc, face à ceux qui disaient que ben non, il n'est pas mort, mais dites-nous alors où il est. Et la maman dit, ben dites-nous où il est, comme ça je peux aller chercher mon fils. Donc c'est pour ça que je dis, je ne sais pas s'il faut utiliser l'imparfait, le présent, parce que juste là, sa famille ne sait pas si Bawidi Astar est mort ou vivant. Et donc, il n'est plus jamais revenu, c'est ça, depuis qu'il est... Jamais, jamais. Alors, Nous comme c'est sommes un là. garçon avec qui on habitait un même quartier, et donc mon inspiration faisait partie de cette histoire douloureuse parce que jusqu'à présent, sa maman est vivante, hein. Ses frères sont là, ses soeurs sont là. Ben, la famille a perdu les traces de ce jeune garçon, Et là, nous sommes en malheureusement. quelle année déjà, lorsque se produit cette histoire que vous racontez? Ben, maintenant, nous sommes en 2024 et l'histoire date de 1997. 1997. Alors, si ça s'est produit au Congo-Brazzaville, on imagine que c'était donc la période du coup d'État militaire qui a endeuillé pratiquement toutes les familles congolaises. Alors, est-ce que on peut maintenant Et revenir donc, sur... Monsieur Crispin, s'il vous plaît, vous voyez, quand je me suis mise à la place de cette famille, qui, jusqu'à présent, pour les conflits armés dans un pays, perd un enfant. Et après, c'est tout un silence absolu, comme si de rien n'était. Ben, c'est ce que je disais à l'introduction. Il faut donc des mots forts, des actions fortes sur les mots. Voilà. Et là, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir à qui vous adressez-vous concrètement? C'est quoi la cible de votre ouvrage? Bon, de toutes les façons, comme je l'ai dit hein, au début, bon, je ne fais pas la politique, je suis apolitique, mais moi, je m'adresse à toute l'humanité, à toute la communauté internationale, à la société civile. Parce que si le gouvernement n'arrive plus à protéger ou à défendre les droits de toutes les personnes humaines, ben la société civile aussi a l'obligation, encore le devoir de pallier à ce manque. Donc, mon message est adressé à toutes les personnes, aussi bien la société civile que la communauté internationale ou les gouvernants. Nous devons savoir qu'il y a un mal là qui nécessite une attention soutenue. Parce que ces enfants qu'on enrôle aujourd'hui dans l'armée, ce sont les leaders de demain. Les enfants qu'on enrôle aujourd'hui dans l'armée, ce sont les prêtres de demain. Et donc, si on ne tient pas compte de leur situation actuelle, ben quel avenir nous sommes en train de préparer, Monsieur Christian? C'est un avenir probablement fait de violence inouïe, il faut le dire. Alors, revenons donc sur la description de ces enfants, parce qu'évidemment, là, je me rends compte qu'ils sont nombreux comme ça, utilisés, enrôlés dans les conflits armés au Congo-Brazzaville, comme en RDC. Il y a eu aussi des conflits comme ça, au Soudan, ben voilà, un peu dans beaucoup de pays d'Afrique, bien entendu, où il y a eu ces conflits, on a noté évidemment la présence des enfants enrôlés. Mais est-ce qu'on peut les décrire lorsque vous les avez rencontrés lors de vos enquêtes, puisque vous avez parlé des enquêtes qui ont été menées, probablement que vous les avez rencontrés. Que vous disent ces enfants? Qui sont-ils? Quels sont, voilà, ils sont âgés, c'est quel âge, compris entre quel âge et quel autre âge? Euh, Comment est-ce qu'ils font pour se retrouver sur ce théâtre de violence? Alors, lors de mon travail de terrain, parce que comme vous l'avez dit, quand j'ai fait le travail de terrain, j'étais dans une des communautés en RDC. Et donc, c'est la RDC que j'ai pris comme pays cible pour mon travail de terrain. J'ai eu la chance au moins de rencontrer une dizaine d'enfants, ex-enfants soldats, avec qui j'ai parlé. Donc, pour ceux qui vont acheter l'ouvrage, vous allez retrouver une page récapitulative de la vie de ces enfants. Par exemple, j'ai rencontré 10 enfants et il y avait donc 9 enfants et garçons et une fille. Alors, l'âge varie entre, quand ils sont rentrés dans les forces armées, l'âge varie entre 13 et 15 ans. Et donc, certains, une année après, sont sortis et d'autres 2 ans. Donc, ça dépend d'un enfant à un autre. Et les modalités aussi d'intégration diffèrent.
Il y a certains qui ont intégré pour des raisons liées à la crise économique. Certains ont été stimulés par les parents et d'autres, par contre, à cause de la souffrance familiale, l'envie d'être soldat et l'innocence, comme cette petite fille de 14 ans qui me disait qu'elle était seulement innocente, elle s'est laissée entraîner comme ça. Et donc, le temps que j'ai Mais posé pardon, à... lorsque vous parlez de la situation économique, c'est-à-dire bah, voilà, la précarité, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, la pauvreté. À quoi vous faites allusion, c'est-à-dire la pauvreté, la famille? Oui, je fais allusion en parlant de la situation économique à la pauvreté, parce que peut-être on va parler aussi des causes qui poussent les enfants à intégrer les forces armées. Il y a la situation économique dont je parle, de la souffrance, de la misère. Nous sommes dans le contexte des pays en voie de développement et il y a des enfants qui manquent de quoi manger, il y a des enfants qui n'ont pas d'habits, qui sont dans des conditions de vie difficiles. Et donc, cette pauvreté peut pousser l'enfant à sauter donc sur l'occasion d'une guerre pour aller combattre. Parce que peut-être là, il se dit qu'il peut trouver de quoi manger. Et donc là, c'est une des causes. Les autres, vous avez dit, c'est l'envie finalement de se faire soldat, c'est ça, ou une imitation parfois des films qu'ils regardent à la télé, et ils trouvent là une opportunité pour se faire aussi un certain Rambo, si on peut m'excuser à ce terme, c'est ça, et ils se font facilement enrôler. Oui, mais Monsieur Christian, moi je voulais qu'avant qu'on aborde les causes, il faut que nous partons du principe selon lequel le droit international, l'arsenal juridique est clair, qu'on ne peut pas enrôler l'enfant dans les forces et groupes armés. Et je donne quelques sous-bassements juridiques, hein, parce Je qu'on est vous en en droit prie. aussi et on ne peut pas parler comme je ne sais pas quoi. Donc, si nous prenons par exemple les conventions de Genève du 12 août 1949 et leur protocole additionnel, l'article 77 du protocole 1 est très clair. Il est interdit de recruter les enfants de moins de 15 ans dans les forces armées et dégage l'obligation de prendre toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Mais il n'y a pas que la Convention de Genève, il y a aussi même la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 38, alinéa 2, qui dit les enfants partis s'abstiennent d'enrôler, les États partis plutôt, s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans. Ben, puisque je parlais du Congo, donc nous pouvons aussi parler au niveau régional de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et la charte est claire, hein. Les États partis à la présente charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. Mais malgré tout, c'est pour ça que j'ai parlé des mots hein, au début. Ça, ce sont des mots. Et dans le vécu, c'est une autre chose. Et donc, il y a beaucoup d'autres causes qui poussent les enfants ou encore les États à aller au-delà de ce que la loi prône, au-delà des principes que la loi met en exergue pour protéger les enfants. Et donc, parmi les causes, la cause qui déclenche d'abord cet enrôlement, c'est la guerre. Là, il faut qu'on soit clair. Parce que s'il n'y a pas de guerre, ben, on ne va pas parler de l'enrôlement des enfants dans l'armée Oui, pour mais aller combattre. pendant que vous le dites, sœur Bédestelle Larita, c'est que la guerre, même la guerre, il y a des règles à respecter. La guerre conventionnelle, les soldats savent ce qu'il faut faire. Et tout à l'heure, vous venez de rappeler la loi qui doit être respectée dans tous les cas. Maintenant, le problème qu'on va se poser, la question qu'on va se poser, c'est de savoir comment et pourquoi. Bon, encore, les groupes rebelles, on va peut-être pas comprendre parce que tout le monde est soumis à la même loi, mais les forces armées régulières, par exemple, gouvernementales, telles que vous l'avez décrit dans votre livre, qu'est-ce qui peut pousser les forces armées qui ont des soldats formés pour cela à enrôler encore les enfants? Monsieur Christian, vous savez, cette question, je la trouve très intéressante. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai commencé cette recherche, ben, j'étais une jeune sœur de 4 ans de vie religieuse. Je pensais que non, mais certainement ces milices enrôlent les enfants parce que les soldats qui sont allés au front, certains sont morts. Alors, pour gonfler les effectifs, on prend n'importe qui, ben, on ne tient plus compte de l'âge, donc venez pour défendre le pays.
Et après, plus je grandissais, plus j'ai compris qu'il y avait une stratégie politique, en fait, une stratégie qui se cachait derrière cet enrôlement des enfants. C'est une stratégie, pourquoi? Parce que l'enfant, par sa nature, c'est un être qu'on peut manipuler facilement. L'enfant est malléable. L'enfant est innocent. Quand on lui dit, ben, va tirer sur cette personne, mais puisqu'il ne comprend pas il ne mesure pas il ne pèse pas les conséquences de l'acte qu'il est en train de poser, mais il tue. Ce n'est qu'après. Donc, quand maintenant je rencontre ces enfants, quand j'ai fait mon travail de terrain, c'est après qu'ils commencent à regretter les actes qu'ils ont posés. Mais quand ils le faisaient parce que c'était des mineurs. Et donc, facilement, on peut leur dire, fais ceci, ben, l'enfant exécute les ordres. Mais un adulte qui a laissé sa famille, je ne sais pas, à Kinshasa et à Bakongo, et il arrive là, il sait bien que si je pose cette action, je vais mettre ma vie en danger, je vais mourir, j'ai laissé ma famille. Ah non, il y a une certaine conscience. Et on est un soldat adulte qui réagit et parfois il n'exécute pas l'ordre donné par le chef. Mais par contre, l'enfant, ben, c'est innocent. Alors, donc, si j'ai bien compris, les forces armées, parce que je suis encore sur les forces armées gouvernementales, donc régulières, après on va parler des bandes armées. Donc, sur les forces armées régulières, vous dites, ils utilisent parfois les enfants simplement parce qu'ils savent que les enfants ne réfléchissent pas, ils vont poser des actes qu'on va leur demander de faire, mais encore, quand parfois on leur donne un peu voilà, des stimulants comme ça pour ne plus Pour poser des réfléchir. actions qui sont Mais réciproques. que finalement, pour poser certains actes, puisque tout à l'heure je rappelais que même la guerre, il y a droit, hein, il y a des règles à respecter et c'est Oui. une façon de faire de sorte que les soldats conventionnels ne tombent pas dans ce piège pour être rattrapés après par la loi. Et donc, on utilise les enfants parce que à eux, on dira, bah, écoutez, c'était des mineurs qui posaient des actes, probablement Exact. pour être Et parce qu'ils rattrapés par savent la aussi loi. que comme ce sont des mineurs, selon le droit international, ils ne seront pas traduits en justice après la guerre. Parce qu'ils ont posé des actes tout en étant innocents. Mais Monsieur Christian, vous savez, dans des pays développés, par exemple, actuellement, ils ne recourent pas aux enfants. Ils recourent à la technologie pour faire le travail que les enfants font dans des pays pauvres comme les nôtres. Vous voyez la différence. Dans les pays développés, il y a des robots maintenant qui font ce travail des espions, par exemple, d'aller enquêter. Mais malheureusement, pour trop, comme disent les Italiens, chez nous, ben, bon, on recourt aux enfants, les pauvres innocents, et on gâche tout un avenir. Alors, donc, je reviens sur les enfants que vous avez rencontrés. Que vous ont-ils dit sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Oui, il y a certains qui ont été sincères avec moi. Il y a, je tais le nom. Il y a un qui m'avait dit qu'il avait violé. Il avait violé une dame qui revenait des champs et c'était vraiment une bonne dame. Et donc, il a des remords quand il pense à ça. C'est-à-dire, lui, il est enfant, il pose cet Et acte à une par grande personne. violer une personne adulte. Et un autre, par contre, me dit qu'il était là juste pour porter des armes, mais il était tellement oculaire de ce que les autres posaient comme acte de cruauté. Et quand nous utilisons le terme enfant soldat, ici, nous devons aussi faire une attention par rapport à la terminologie. Parce qu'en réalité, depuis la mise en place des principes de Paris de 2007, on ne préfère pas utiliser le terme enfant soldat, mais plutôt le terme de enfant enrôlé dans les groupes armés. Pourquoi? Parce que dans cette catégorie d'enfants, il y a un groupe d'enfants qui va au front pour tuer, pour poser des actes inhumains, dégradants, cruels. Mais il y a un autre groupe d'enfants qui est là pour porter un peu de service, non, pour aider les autres afin qu'ils Ceux qui font avancent dans parfois la logistique, ben oui. voilà, la Alors, police. aussi bien les enfants qui vont au front que ceux qui sont là comme des aides, tous sont considérés comme des enfants enrôlés dans les forces armées. C'est ça, en fait, l'expression utilisée selon les principes de Paris. Mais dans le langage vulgaire, nous parlons des enfants soldats. Une façon de dire, Alors, donc c'est pour ça que je quelque disais, sorte. il fallait faire d'abord cette différence pour dire que même l'enfant qui disait que moi j'ai violé une maman, ce n'est pas parce qu'il a seulement posé l'acte de viol qu'il n'est pas enfant soldat, non. Il est considéré dans la deuxième catégorie d'enfants enrôlés dans les forces armées. Une façon de dire que, quel que soit le niveau, évidemment, de participation, on est coupable, c'est-à-dire on est considéré comme enfant Bien soldat, c'est sûr. ça.
Bien sûr, parce qu'on le veuille ou pas. Aussi bien le premier groupe d'enfants dont j'ai parlé que le deuxième, tous sont des traumatismes, tous subissent dans leur corps les conséquences néfastes de cet enrôlement. Et je reviens un peu sur le cas de viol que vous avez signalé tout à l'heure. Il vous dit quoi concrètement? C'est lui-même qui a posé l'acte volontairement ou bien il a été poussé? Mais que soit l'ordre, les leaders disent, écoute, cette dame est en train de passer, eh ben, mets la main sur cette dame et tu dois coucher avec C'est elle. comme pour dire le viol est aussi utilisé comme une arme. C'est ça. Oui, malheureusement, oui. Vous parliez d'une fille dans vos enquêtes tout à l'heure. Et la fille avait quel rôle dans ce milieu-là? Malheureusement, elle était là pour l'exploitation sexuelle. Assouvir. La femme des leaders, s'il faut le dire. Et c'est tout ce qu'elle faisait. On a abusé d'elle tout ce temps lors de la guerre, malheureusement. Et elle disait jusque-là, je ne trouve pas un mari qui va me marier et je suis là. Donc, comme quoi, à l'époque, elle est encore mineure, c'est ça? Elle avait quel Oui, âge? oui, parce qu'elle avait dit quand elle avait intégré les armées, elle avait à peine, les troupes armées, elle avait à peine 14 ans, non? 14 ans, oui. C'est ça qui ressort de mon travail de terrain, malheureusement. Et donc, après les conflits, parce que finalement, ils sont nombreux déjà qui tombent voilà, sur le champ de bataille, et ceux qui ont la chance d'échapper, qui repartent dans la vie, voilà, dans la société, dans la vie de tout le monde, vous les avez aussi rencontrés, ils vous ont dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, dans quel sens? Dans quel C'est-à-dire, aspect comment ils sont notamment? partis de ces champs de bataille? Est-ce parce qu'il y a eu la fin de la guerre ou ils se sont voilà, échappés eux-mêmes Ah, de ces d'accord. En milieux fait, ces ou... enfants ont suivi le processus de DDR. C'est un processus légal, non? Que c'est l'une des stratégies pour faire sortir les enfants dans les troupes armées. Donc, Oui. on les démobilise, on les désarme. D'abord, des armes, il faut retirer d'abord les armes. On les démobilise, on enlève la tenue militaire et on cherche à les réinsérer. Donc, c'est le processus DDR. Et cette réinsertion a deux niveaux, dans la réinsertion sociale et Mhm. la réinsertion économique ou financière. Par réinsertion sociale, qu'est-ce que je sous-entends? Un temps où l'enfant, s'il est encore vraiment mineur, il peut retourner à l'école. Parce que n'oubliez pas que quand ils intègrent les troupes armées, ils brisent leur étape d'enfance. Alors, si l'enfant est réinséré, quand l'enfant est réinséré du point de vue social, c'est pour soit retourner à l'école, mais s'il a déjà plus de 18 ans, l'enfant apprend un métier pour qu'il puisse en sortir dans la société. Et par contre, avec la réinsertion économique, les structures qui démobilisent les enfants cherchent à mettre à la disposition de cet enfant autant de moyens, les habits, l'argent, de sorte que l'enfant puisse aussi s'adapter, s'en sortir dans la société. Voilà comment est-ce que ça se passe. Et là, vous avez dit vos enquêtes ont beaucoup plus porté sur la RDC. Vous n'en avez pas mené au niveau du Congo-Brazzaville parce que là aussi, il y a eu beaucoup de conflits. On a enrôlé beaucoup d'enfants plus tôt qui, jusqu'aujourd'hui, d'autres attendent peut-être la réinsertion, comme vous êtes en train de le dire. Oui, ben, au début, moi, je pensais que dans mon pays, il n'y avait pas des enfants ex-soldats. Ben, je suis entrée en contact avec une amie salésienne qui a aussi fini son doctorat ici à Rome. Et puisqu'elle a aussi parlé, elle a aussi abordé le secteur éducatif et toutes ces guerres du pôle de la RDC. Et donc, j'ai cherché un peu à échanger avec elle avant de conclure la rédaction de mon livre. J'ai dit, ben, finalement, notre pays, on n'en parle même pas dans les réseaux sociaux, de Google, il n'y a rien pour le Congo-Brazza pour vous dire que le phénomène n'existe pas. Eh ben, elle me dit, non, non, Rita, ces enfants sont parmi nous au sein de notre société, mais ce sont des effectifs qui sont dans l'ombre. C'est parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. Si un jour on tendait le micro à toute cette population qu'on voit la vie passer à gauche, à droite, ben vous allez entendre des bombes qui vont sortir dans la bouche de certains enfants. Et c'est comme ça que j'ai su. Ben, moi, comme étant donné que ma congrégation aussi n'est pas encore au Congo-Brazzaville, c'était un peu difficile aussi pour moi de faire un travail de terrain dans mon propre pays. Vous pouviez le suggérer, non?
Mais on est déjà dans le processus, ne vous en faites pas. Ça va venir. Alors, ces enfants qui se retrouvent donc dans la société, comme vous l'avez dit, puisque vous vous êtes renseigné, on vous a dit qu'au Congo aussi le phénomène existe, et ces enfants se sont retrouvés dans la société sans une moindre prise en charge psychologique. Parce qu'après, il y a des traumatismes après avoir voilà, supprimé les vies humaines, après avoir posé des actes tels qu'on l'a dit tout à l'heure, viol, cruauté et autres. On se retrouve dans une société normale sans passer par ce processus, c'est-à-dire une prise en charge psychologique. Oui, c'est en fait le fond du problème. C'est en fait le problème que je cherche à résoudre dans mon livre. Parce que vous voyez bien l'intitulé, le sous-titre de mon livre. Je dis de la réinsertion à la récidive. Ça signifie quoi? Si la réinsertion ne réussit pas, la conséquence, c'est que quand il y aura un petit conflit, l'enfant qui a été réinséré va vite encore retourner, réintégrer encore les forces armées. Alors, donc cette situation un peu difficile. Moi, je préfère lire le témoignage de certains enfants, hein, Je vous en parce que prie, oui, j'avais allez-y. enregistré et j'ai repris les paroles telles que les enfants me l'ont dites. Mhm. Donc, par Lesquels? exemple, quand il s'agit des camps de transit ou d'internement, parce que quand les enfants sont démobilisés, désarmés et tout ça, on les met d'abord dans un camp pour les préparer psychologiquement, pour une formation. En fait, c'est la première phase de la réinsertion. Et donc, cet enfant me dit, dans l'échange, il dit que là où nous étions internés, il y avait aussi des enfants, mais qui n'étaient pas des enfants soldats, mais qui étaient des enfants délinquants qui ont commis d'autres crimes. Vous voyez déjà le danger. Et il dit, nous nous battions, nous discutions souvent entre nous dans le but de prouver que nous sommes des éléments à craindre. Alors, ben oui, c'est vrai que tous ces enfants ont commis des crimes, mais ce sont des crimes qui diffèrent. Donc, pour un bon suivi, je pense que l'idéal, c'est de les séparer. Parce que s'ils continuent encore à se battre là où ils trouvent, quelqu'un peut encore tuer un autre enfant. Et donc, ce sont des crimes sur des crimes. Et ça ne Est-ce va que pas. ça veut Et, aussi dire... Pardon, pendant que pardon? vous allez continuer à lire tout à l'heure, mais juste une question intermédiaire. Ça veut aussi dire que ces enfants qui quittent ces champs de bataille se retrouvent dans la société sans une prise en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, psychologique. Soit, et vous l'avez dit tout à l'heure, dès qu'il y a il y a un autre conflit, très facilement, ils peuvent encore être enrôlés. Mais s'il n'y a pas de conflit, la conséquence, c'est probablement aller poser d'autres actes beaucoup plus cruels dans Oui, la ben société. actuellement, si nous partons en RDC, actuellement on parle des Kuluna. Il y a le professeur Kienge Kienge qui est en RDC à l'université de Kinshasa qui a fait une recherche sur ça. Donc il est arrivé à dire, parmi les causes du phénomène Kuluna, en fait c'est la criminalité. Il dit, certainement parmi ces enfants figurent aussi les ex-enfants soldats. Parce que s'il n'y a pas la guerre, ils peuvent poser d'autres actes de cruauté à la place au lieu de le faire lors de la guerre. Et si nous partons au Congo-Brazzaville, puisque je suis du Congo-Brazzaville, il y a le phénomène bébé noir qui prend de l'ampleur. Et qu'est-ce qui prouve que ces bébés noirs ne sont pas parmi les enfants qui ont combattu lors de cette guerre de 1997 ou de toute cette série de guerres que nous avons eues dans notre pays? Rien ne le prouve, mais aussi peut-être aussi qu'ils sont parmi ces enfants. Donc, ça ne suffit pas que pour récidiver, comme je l'ai dit dans le titre, pour récidiver, ce n'est pas seulement lors de la guerre, mais même dans la vie, de la vie actuelle, les réalités que nous vivons. Et les gens vivent dans l'insécurité. Et on imagine comment un enfant de 15 ans peut aller tuer quelqu'un. Comment un enfant de 15 ans, de 14 ans peut foncer un couteau sur une personne adulte. Où est-ce qu'il a appris ça? C'est sacré. Monsieur Christo, écoutez, je suis une Africaine. Hein. Ce qui fait la beauté de l'Afrique, c'est de voir cet enfant-là, hein, cet enfant congolais, un enfant, je ne sais pas, Niger, un enfant camerounais, avec toute sa salité-là, le sable de l'Afrique, qui vient avec toute son innocence se jeter entre tes mains. Ma soeur, comment ça va? Ça, c'est ça qui fait la beauté et la joie de l'enfant africain. Il est pauvre. On n'est pas dans une société qui a besoin des enfants qui viennent avec l'arme. Parce que quand je parle de l'histoire de ce pauvre Bawidi Astard qui a inspiré la rédaction de mon livre, il avait l'arme quand sa maman s'est jetée et pleurait. Il dit, maman, n'avance pas. Il avait l'arme. Mais c'est pas ça, l'enfant C'est-à-dire, africain, Monsieur vous étiez Christian. en train de dire, donc l'enfant avait l'arme à la place du stylo, par exemple, ou à la Par place du exemple. cahier, et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, pour dire que
même s'il n'y a pas de guerre civile comme telle, mais dans les réalités actuelles de notre pays, nous vivons dans l'insécurité et on peut se dire que parmi ces personnes qui posent ces actes cruels, eh bien, figurent aussi certains enfants ex-soldats. Et donc, il y a un problème là. Il y a véritablement problème. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de lire les témoignages. Est-ce qu'on peut continuer? Parce que apparemment, c'est très intéressant de découvrir ce que D'accord. font ces Alors, enfants. il y a une autre fille par rapport aux conséquences aux conséquences de la participation aux conflits armés non, sur la santé des enfants. Alors, il y a un garçon qui a eu un sérieux problème lié à sa santé, mais qui était quand même démobilisé. Il me dit, j'ai suivi la formation en mécanique, se plaint-il, pendant 3 mois. Mais à la fin, je n'ai obtenu ni brevet, ni permis de conduire pour des raisons sanitaires. D'où je joue au chauffeur le soir pour faire face à toute tracasserie de la police. Ça signifie quand il était sorti, ben, comme j'ai dit, hein, la réinsertion sociale ou encore la réinsertion économique, c'est aussi prendre soin physiquement de ces enfants qui ont combattu. Alors, je suis sûre que lui, il n'était pas soigné comme il faut. Et donc, quand il a commencé la formation, sa santé ne l'avait pas permis de continuer. Et donc, il est sorti à nul, comme on dit, rien. Et donc, il ne s'en sort pas. C'est le soir qu'il fait le taxi, de sorte qu'on ne puisse pas l'arrêter. Mais il n'y a pas que ce garçon, il y a aussi un autre qui, pour lui, il suffit qu'il ait un acte cruel pour que tous les souvenirs qu'il a de la guerre puissent encore revenir, non? Et donc, il dit, ma sœur, ils m'ont démobilisé physiquement, mais pas spirituellement. Ça veut dire, Peut-être qu'il était enfant, le terme qu'il allait utiliser, c'est psychologiquement. Mais il a dit spirituellement. J'avais compris ce qu'il voulait me dire. Et donc là, j'ai pensé hein, au livre de l'écrivain Toll sur le pouvoir de l'instant présent, où il parle du temps psychologique, le temps psychologique qui s'applique à une personne qui a des blessures. Et quand ces blessures ne sont pas bien pensées, il suffit d'un petit rien pour que tout ce que la personne a au fond de son cœur puisse sortir. Et dans cet enfant, je carrément la pensée de cet auteur quand il dit, ils m'ont démobilisé. C'est vrai, ils ont enlevé la tenue que j'avais, ils ont enlevé l'arme que je portais, mais ils ne m'ont pas démobilisé psychologiquement. Parce que tout le souvenir reste dans ma tête, malheureusement. et c'est vraiment un traumatisme. Mais comment vivent-ils dans la société? Est-ce ils ont pas parlé de leur expérience lorsqu'ils retrouvent une société normale, où ils retrouvent encore des personnes, bon voilà, il faut dire normales, de la société normale? Comment se sentent-ils dans cette société après avoir passé un bon bout de temps j'allais dire, dans Oui, des zones de conflit? oui en fait, Ils- quand les enfants sortent, la question que vous posez n'est pas seulement liée aux enfants, mais même liée à la société. Parce que l'enfant, d'abord, a des grandes difficultés de s'adapter à cette société. D'abord, l'enfant aussi est bloqué du point de vue psychologique. Parce qu'il dit, ben, de quel œil ces gens me regardent? Surtout s'il avait déjà tué. Ils deviennent Lui-même, donc, pardon, ils deviennent craintifs, ils se disent, mais deviennent qui chrétiens. est Ce en sont des face de éléments moi? à craindre. Et même la société est très réticente à l'égard de ces enfants parce qu'ils disent qu'ils peuvent poser aussi un acte pour un petit rien. Écoutez, parmi les témoignages, il y a une dame. J'ai rencontré une dame dont l'un des ex-enfants soldats est son chauffeur. Alors, écoutez ce que cette dame me dit. Il dit, ma soeur, ce garçon, c'est mon chauffeur. Et moi, quand je sors avec lui, je n'ai pas peur. Ben, je lui ai dit, ben, pourquoi tu n'as pas peur? Ben, il dit, oui, parce que si les soldats mettent la main sur moi, étant donné qu'il avait combattu, il est capable de me défendre. Voilà ce que cette dame avait dit. Et donc, j'étais là comme pour dire, même s'il n'est plus dans l'armée, pour un petit rien, il est capable de montrer toutes ses forces et me défendre, malheureusement. Alors donc voilà, ce livre se veut un appel à mettre fin à ce crime hein, qui se joue bien sûr sous nos yeux et c'est ce que je lis aussi toujours. Ça c'est la quatrième de couverture hein, de votre ouvrage et pour inviter à faire vibrer nos entrailles pour une mobilisation plus forte contre ce crime.
J'imagine que en vos recherches sur le terrain, comme j'ai dit, hein, vous avez dû rencontrer aussi des responsables administratifs, peut-être aussi des responsables politiques, pourquoi pas. Euh, Comment gère-t-il ce fléau? Qu'avez-vous Alors, constaté? c'est vrai, j'ai eu à contacter le directeur en ce temps-là, c'était la CONADER, parce qu'il y a eu beaucoup d'institutions hein, qui ont été mises en place pour démobiliser les enfants soldats. Il y a eu la CONADER, il y a eu le programme national pour le désarmement, démobilisation, tout ça. Il y a eu l'unité d'exécution. Voilà, donc on est passé d'une structure à une autre, tout ça pour chercher la solution. Et quand j'ai causé avec deux d'entre eux, parce qu'en fait, moi, je ne pouvais pas savoir que dans tel quartier de la RDC, il y a un ex-enfant soldat. Ce sont ces responsables qui m'avaient aidé. Parce que comment ça se passe? Quand l'enfant sort de l'armée, pendant la phase de la réinsertion, il y a une fiche de réunification qu'on remet à l'enfant. Et donc, l'enfant donne ses coordonnées et ces institutions ils ont comme mission d'aller d'abord préparer la famille pour accueillir cet enfant. Et donc, eux, ils ont des adresses. Ils m'avaient dit, là-bas, tu peux trouver un enfant seul. Quand je suis rentrée en contact avec eux, je sentais que ces autorités administratives non politiques étaient aussi préoccupées par la situation des enfants. Oui, c'est vrai. Oui, je ne juge pas. Mais le constat, c'est qu'à la fin, ils disaient que leur mission ne réussit pas parce qu'il y avait l'insuffisance financière. En fait, les moyens financiers n'étaient pas suffisants pour amener jusqu'au bout cette phase de réinsertion. Je ne sais pas. Ben, chez nous, on déclare toujours la vérité, il n'y a pas d'argent. Est-ce que tout l'argent qui a été mis à la disposition de toutes ces structures pour aider les enfants avait vraiment servi pour cette mission? Je ne sais pas. Mais là, c'est un problème de conscience avec ces autorités. Mais moi, en parlant avec eux, j'ai su qu'ils étaient quand même préoccupés parce que, et vous savez, ils étaient préoccupés pourquoi? Il y a un qui m'a dit, ah, ma soeur, vous êtes religieuse, vous êtes en train de tâter sur un terrain qui est très glissant et verrouillé. Ça, je Qu'est-ce l'ai qu'il même reconnu. qu'est-ce qu'il voulait Il dit, dire vous par êtes là? en train de... Pardon? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ben, pour dire que aller à la rencontre d'un enfant ex-soldat n'est pas injuste, ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez? Eh bien, c'est parce que aussi, ces enfants n'ont pas droit à la parole. Ils vivent cachés. Donc, c'est un domaine qui est très glissant. Allez là, allez. Mais ce qui sont, moi, il y a ces moments où je me retrouvais à 6 heures à la gare, par exemple, de Kinshasa, parce que j'avais pris rendez-vous avec un enfant avec qui je devais converser. Et quand l'enfant vient, il hésite. Je ne sais pas, peut-être c'est mon voile aussi qui faisait qu'ils se disent que bon, je peux me dévoiler parce que c'est une religieuse. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas Ou facile. simplement, ben voilà, simplement, il se disait, ben j'ai tellement commis de péché jusqu'à tuer et me retrouver devant une représentante de Dieu. Alors, je sais C'est pas. pour tout cas, mais il y a Est-ce- certains pensaient que, ah, mais normal, comme on dit en italien, mais normal, certainement, maintenant l'État congolais cherche à reconnaître moi le travail que j'ai fait pour le pays. Il y a certains qui me l'ont dit. Quand j'ai entendu qu'il y avait une religieuse qui voulait me rencontrer, je me disais, ah, certainement l'État maintenant va me récompenser. Et d'autres qui disaient, et ma soeur, j'avais eu peur parce que moi, je ne désire plus rentrer, hein, dans l'armée parce que j'ai posé des actes qui sont un peu trop graves, donc j'ai peur de faire la prison. J'ai dit, ben non, moi je vais juste causer avec toi, il n'y a pas à avoir peur. Ça me fait penser à ces enfants qui ont été aussi enrôlés, hein. Dans le pool, il y en a beaucoup. On a même signé des accords, je crois, de cessation d'hostilité. Après, il y a eu un programme de réinsertion qui devrait coûter 6 milliards, mais depuis là jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se passe et probablement que ces enfants sont abandonnés à leur triste sort. Et quand c'est comme ça, la conséquence, c'est quoi dans la société? Quand ces enfants sont abandonnés à leur propre sort, eh bien, la conséquence est claire. Ces enfants ont, ont un avenir gâché. Ces enfants ont du mal à s'en sortir. Si moi je tiens compte, je m'attelle à cet effectif de 10 enfants que j'ai rencontrés en RDC, mais je vous dis quelle est actuellement leur situation. Hein. Voilà, Je je vous en lis, prie. hein, parce que je Oui. n'invente rien. Le premier m'avait dit qu'il est chauffeur, le deuxième est chauffeur, le troisième est dans la vie, il ne fait rien, il est donc chômeur. Le quatrième est chômeur. Le cinquième vend de l'eau. Sixième, il vend au marché. Septième, il repart les frigos.
Et l'autre, il a dit ajusteur. Mais je sais que c'est pas un terme très approprié en français, mais juste pour réparer les bricolages, c'est pour le dire. Mhm. Et l'autre, au moins, il est chauffeur mécanicien. Donc, pour dire que la situation actuelle n'est pas enviée, s'il faut le dire. Donc, peut-être je vais vous rappeler quelques articles de la loi, bien entendu, et évidemment, la plupart de tous ces pays ont ratifié, je crois, la Convention de Genève, et donc sont dans l'obligation d'appliquer ces lois. Mais il se trouve que nous sommes là en face des sociétés, je parle ici de la RDC, du Congo-Brazzaville, Centrafrique, que sais-je encore. C'est des pays où la loi, en réalité, ne fonctionne pas correctement, s'il faut le dire. Là, je suis gentil. Sinon, j'allais dire ne fonctionne pas. Et à ce D'application moment-là, difficile, en fait. Le terme approprié, c'est des lois d'application difficile. Parce que les lois sont là. Dans quelques cas, ça fonctionne, mais dans d'autres, c'est d'application difficile. Et donc, dans mon cas, par exemple, où je parle, je cherche à défendre les droits des enfants qui ont été victimes de conflits armés, qui ont participé aux conflits, qui ont été réinsérés, mais qui ne se réalisent pas. Ça signifie que le processus DDR, qui est aussi une stratégie juridique, qui est normative, et d'application difficile. Parce qu'actuellement, le phénomène prend encore de l'ampleur. Dans mes recherches, j'ai même noté actuellement à Kinshasa, il y a 300 000 enfants enrôlés dans l'armée. 300 300 000. 000. L'UNICEF l'a reconnu. J'ai lu, l'UNICEF a reconnu tout ça. Donc, comme pour dire, la loi est là, et l'application difficile. Et donc, il faut chercher à mettre les mots sur les mots. Dans ce cas-là, dans ce cas, puisque nous avons dit l'application de la loi est difficile, quelle alternative pour redonner finalement espoir à ces enfants qui, euh, en fait, leur donner une seconde chance, bien entendu, comme qui dirait la vie. Monsieur Christian, avant que je ne réponde à votre question, vous vous souvenez qu'en 2014, il y avait plus de 200 enfants nigérians qui, en sortant de l'école, avaient été enlevés et enrôlés dans les forces armées. Et moi, ce qui m'a beaucoup tiqué dans cette action, les réseaux sociaux, hein, on a parlé, ça fait du buzz dans les réseaux sociaux. 200 et quelques, 276 enfants n'est pas une mince affaire. Mhm. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est le cri des parents. Qu'est-ce que les parents disent? Ben, je lis, hein, parce que ça figure même à l'Internet. Les parents disent ramenez nos filles. OK? Ramenez nos filles. Ça, c'est le cri alarmant de ces parents. Ramenez nos filles. Et qu'on peut dire, si la loi aussi ne fonctionne pas, cherchons à faire entendre la voix des gens pour qu'on ramène nos enfants là où ils doivent être. L'enfant n'est pas là pour être dans l'armée. Je suis désolée. L'enfant est là pour bénéficier et jouir de l'étape de son enfance. L'enfant est là pour être éduqué, pour être protégé, comme le dit bien tant de dispositions légales de la Convention sur les enfants. Alors, ramenez-nous les enfants vers là où ils doivent être. Ça, c'est pour parler de cette situation dramatique qui a fait vraiment là. Mais peut-être une autre stratégie que moi, je peux proposer, c'est créer aussi une tribune où on entend ces enfants-là qui ont combattu, tout en les protégeant. En fait, c'est l'action en réaction, s'il faut le dire. L'action en réaction. Et aussi l'action en réparation. C'est-à-dire, une fois que tout le monde est alerté par la voix de ces enfants, ben, il faut que nous puissions réagir, nous puissions aussi réparer les dommages qu'ils ont subis. Parce que si nous sommes là silencieux, on ne fait qu'écrire autant de lois qui sont d'application difficile, ben, l'avenir fait peur. On gâche tout un avenir. J'ai dit au début que ces enfants sont les leaders de demain. C'est la religieuse passionniste dont je suis de demain. Et donc, si aujourd'hui elle est violentée, eh bien, quel avenir nous préparons pour ces enfants? Lors de la guerre, comme je l'ai écrit dans mon livre, ils tuent et ils sont tués. Ces enfants violent et ils sont violentés. Quel malheur pour la société. Quel malheur pour la société, et c'est la Bible qui nous rappelle en substance que le paradis appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants, et comme quoi une société saine ressemble évidemment à ses enfants bien éduqués, bien protégés.
Sœur Bédestel, Rita, je vais vous laisser quelques secondes hein, pour conclure probablement une préoccupation à laquelle je ne vous ai pas posé la question. Merci, Monsieur Christian. Alors, moi, je suis religieuse passionniste. Et la religieuse passionniste est cette femme consacrée qui est passionnée par la passion de Jésus dans l'homme de souffrant de son temps. Pour moi, comme passionniste, écouter tous ces témoignages de ces enfants qui ont subi une réinsertion non réussie et qui vivent dans des conditions difficiles, et observer encore que malgré le fait que ce groupe qui était réinséré ne se réalise pas et que le monde ou encore les forces armées continuent d'enrôler les enfants, donc d'utiliser encore les enfants, pour moi, c'est une grande blessure. Donc, cherchons à ce que les droits des enfants soient respectés. Ne profitons pas de leur innocence. Ne profitons pas de leur jeune âge pour les manipuler. Mais au contraire, comme nous avions eu cette chance de vivre notre enfance, donnons aussi à ces enfants l'opportunité de vivre leur enfance. Et comme je partageais avec l'abbé Armel Mudi, avec qui on a beaucoup échangé sur ce sujet, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle, s'il vous plaît, cherchons la paix. Et au mot enfant, évitons d'ajouter le mot soldat. Ça ne va pas. On ne veut pas ajouter le mot soldat au mot enfant. Laissons l'enfant vivre et bénéficier de ses droits comme il le faut. Voilà ce que je peux en fait dire. Merci, sœur Bédestel. Rita, je rappelle que vous êtes docteur en droit civil, l'Université pontificale Lateranense de Rome, spécialiste en droits humains et des questions du genre. En tout cas, merci d'avoir disposé tout ce temps. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Christian. Je vous Merci en prie. beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore accompagnés. Et comme d'habitude, je vais encore vous rappeler, dans le cas où vous avez oublié, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ce sujet tout à fait sensible. Cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.